La leptospirose est une pathologie infectieuse aiguë dont le taux de létalité peut atteindre 10 à 20% dans ses formes cliniques les plus sévères, notamment lors du syndrome de Wild. L'agent pathogène responsable attaque simultanément le foie, les reins et les méninges, provoquant une défaillance multiorganique rapide. Dès le 14e jour suivant une exposition silencieuse, la température corporelle de la victime s'élève brutalement à 40 degrés Celsius. Le diagnostic sérologique par le test de Martin et Petit révèle la présence d'anticorps spécifiques dirigés contre une bactérie spiralée. Le traitement étiologique de première ligne impose une administration massive et immédiate de pénicilline G, dosée à 100 000 unités internationales par kilogramme de poids corporel pendant 10 jours ininterrompus. Les données épidémiologiques démontrent que la contamination humaine est strictement accidentelle, consécutive à un contact direct ou indirect avec les urines d'animaux infectés, principalement le rat. L'homme constitue une impasse biologique pour ce micro-organisme. L'analyse détaillée des manifestations cliniques documente des hémorragies viscérales, une insuffisance rénale aiguë oligurique nécessitant une épuration extra-rénale et des atteintes myocardiques entraînant des troubles du rythme cardiaque potentiellement mortels. L'investigation médicale de cette zoonose révèle de protocoles stricts de prévention, de la dératisation systématique des infrastructures publiques à la vaccination ciblée, impliquant 2 injections initiales et un rappel à 6 mois. La classification nosologique définit la leptospirose comme une maladie générale infectieuse, classée parmi les zoonoses. L'étiologie de cette pathologie repose exclusivement sur un agent causal unique, Leptospira interrogans. D'un point de vue microbiologique, il s'agit d'une bactérie à gram négatif appartenant à l'ordre des spirochètes. L'examen au microscope à fond noir révèle une morphologie hélicoïdale très fine, mesurant entre 6 et 20 micromètres de long pour un diamètre de 0,1 micromètre. Ses extrémités sont courbées en forme de crochet, d'où le terme interrogans, évoquant un point d'interrogation. Cette structure anatomique spécifique, couplée à la présence d'endoflagelles, confère à la bactérie une mobilité exceptionnelle par des mouvements de rotation sur son axe, lui permettant de traverser les tissus conjonctifs denses et d'infiltrer la circulation sanguine de l'hôte avec une vélocité anormale. L'humain contracte cette maladie de manière totalement accidentelle. La bactérie ne cherche pas à infecter l'homme pour assurer son cycle de reproduction. Son réservoir primaire et naturel est l'animal, spécifiquement les petits mammifères sauvages. Dans la physiologie animale, particulièrement chez le rat ou le ragondin, la bactérie colonise les tubes contournés proximaux des reins sans déclencher de réponse immunitaire destructrice ni de symptômes cliniques. L'animal devient un porteur sain, excrétant des millions de leptospires viables chaque jour dans ses urines. Une fois que la bactérie pénètre accidentellement le métabolisme humain, elle abandonne son statut de symbiote inoffensif pour devenir un pathogène agressif. L'investigation anatomopathologique montre que Leptospira interrogans cible simultanément plusieurs systèmes d'organes vitaux avec une virulence symétrique. Le foie subit une invasion des hépatocytes entraînant une désorganisation de l'architecture lobulaire. Les reins sont attaqués au niveau de l'interstitium et des structures tubulaires, provoquant une néphrite interstitielle aiguë. Le méninge, membrane protectrice du système nerveux central, subissent une inflammation capillaire sévère en réponse à la dissémination hématogène de l'agent pathogène. L'analyse épidémiologique distingue 2 catégories distinctes de facteurs favorisant la transmission du pathogène de l'animal à l'homme, l'exposition professionnelle et l'exposition liée au loisir. Le risque professionnel concerne des secteurs d'activité spécifiques où l'hygiène de l'environnement est compromise ou où le contact avec la faune est permanent. Les données de l'inspection du travail répertorient les agriculteurs travaillant dans des champs inondés ou des rizières, où l'eau stagnante constitue un bouillon de culture idéal pour la survie des spirochètes. Les vétérinaires et le personnel des cliniques animales sont exposés lors de la manipulation de fluides corporels. Les employés des abattoirs risquent la contamination lors de l'éviscération des carcasses. Les égoutiers et les techniciens d'assainissement représentent une cohorte à haut risque. Leur environnement de travail souterrain les met en présence constante de populations murines denses et dosisées lourdement contaminées par les excrétions de rongeurs. La seconde catégorie, l'exposition de loisirs, englobe tout individu entrant en contact avec des eaux douces de surface souillées par les urines d'animaux infectés. L'investigation des clusters épidémiques pointe systématiquement vers les baignades estivales dans les rivières, les lacs ou la pratique de sports d'eau vive comme le canoë-kayak, le rafting ou le triathlon. Leptospira interrogans possède une capacité de survie extra-haute prolongée,
pouvant rester infectieuse pendant plusieurs semaines dans une eau douce et boueuse, dont la température oscille entre 25 et 30 degrés Celsius et dont le pH est neutre ou légèrement alcalin. Le mode de transmission est dominé à plus de 95% par la contamination indirecte. La bactérie ne pénètre pas par effraction cutanée massive, mais exploite les microlésions de l'épiderme, invisibles à l'œil nu, ou traverse directement les muqueuses saines, telles que la conjonctive oculaire, la muqueuse nasale ou buccale, lors d'une immersion. La contamination directe par morsure de rat reste statistiquement marginale et relève de l'exception clinique. Dès l'instant précis où Leptospira interrogens franchit la barrière cutanéo-muqueuse, le compte à rebours de la phase d'incubation s'enclenche. Cette période est strictement silencieuse, sans aucune manifestation clinique ni altération des paramètres biologiques vitaux, et s'étend sur une fenêtre temporelle variant de 4 à 14 jours. Durant cette phase, la bactérie migre vers le système lymphatique, puis gagne la circulation sanguine systémique pour déclencher une bactériémie massive. Le système immunitaire inné ne parvient pas à intercepter le pathogène, en raison de la capacité des spirochètes à esquiver la phagocytose grâce à leur vélocité et à la composition spécifique de leurs lipopolysaccharides de surface. La rupture de ce silence clinique marque la phase de début de la maladie, caractérisée par une apparition brutale et fulgurante des symptômes. En l'espace de quelques heures, le patient développe une hyperthermie maligne oscillant entre 39 et 40 degrés Celsius, invariablement accompagnée de frissons intenses, traduisant la décharge bactériologique dans le sang. Le tableau clinique se complète par un syndrome algique sévère, comprenant des céphalées frontales ou rétro-orbitaires pulsatiles, témoignant de l'irritation vasculaire crânienne. L'examen révèle également des myalgies aiguës, prédominant de manière pathognomonique au niveau des mollets et de la région lombaire, causées par des microdéchirures des fibres musculaires striées et une rhabdomyolyse débutante. Des arthralgies diffuses affectent les articulations majeures. L'inspection dermatologique met en évidence un syndrome cutanéo-muqueux spécifique, l'apparition de taches purpuriques sur l'épiderme. Ces pétéchies sont la conséquence directe des lésions de l'endothélium vasculaire induites par les toxines leptospirosiques, entraînant des micro-hémorragies sous-cutanées. Enfin, les cliniciens observent fréquemment un syndrome méningé, bien que sa présentation soit une constante à ce stade de l'infection. À l'issue de la première semaine de fièvre, l'infection transite vers la phase d'état, marquant l'implantation tissulaire destructrice de la bactérie. C'est à ce stade que le diagnostic de défaillance multiorganique est posé. L'atteinte hépatique se manifeste par un ictère cutanéo-muqueux généralisé, communément appelé jaunisse. La bilirubine conjuguée s'accumule massivement dans le sérum sanguin à la suite de la dysfonction des hépatocytes, colorant les téguments et les sclérotiques en jaune intense, bien que la nécrose cellulaire hépatique reste histologiquement modérée. Simultanément, la fonction rénale s'effondre. La prolifération bactérienne dans les tubules rénaux déclenche une néphrite interstitielle aiguë qui se traduit cliniquement par une oligurie sévère où la production d'urine chute drastiquement sous la barre des 500 ml par 24 heures. Cette atteinte rénale s'accompagne d'une anémie normochrome normocytaire due à la fois à l'hémolyse toxique et à l'altération de la production d'érythropoïétine. Le système nerveux central subit une atteinte neuroméningée confirmée, prenant la forme d'une méningite lymphocytaire. Le patient présente une raideur de la nuque, une photophobie et des troubles de la conscience causés par l'inflammation de l'espace sous-arachnoïdien. Sur le plan vasculaire, l'atteinte hémorragique s'aggrave par la consommation des plaquettes et la vascularite généralisée. Les manifestations saignantes deviennent macroscopiques, des épistaxis, saignements de nez prolongés, et des gingivorragies, saignements des gencives spontanés, sont systématiquement documentés. Le muscle cardiaque n'est pas épargné. L'électrocardiogramme enregistre des anomalies de conduction et des troubles du rythme révélateurs d'une myocardite infectieuse, une inflammation du myocarde susceptible d'induire un choc cardiogénique. Enfin, l'examen ophtalmologique à la lampe à fente révèle une atteinte oculaire spécifique sous forme d'uvéite, une inflammation aiguë de la chambre antérieure de l'œil et de l'humeur aqueuse, entraînant une baisse de l'acuité visuelle et des douleurs orbitaires intenses. L'investigation paraclinique de la leptospirose s'appuie sur une série d'examens biologiques stricts. Les éléments d'orientation sanguine montrent une hyperleucocytose franche, avec une augmentation massive des polynucléaires neutrophiles, dépassant souvent les 15 000 cellules par millimètre cube. Le profil métabolique atteste d'une perturbation rénale sévère, objectivée par une élévation anormale de l'urée sanguine et de la créatininémie, confirmant le blocage de la filtration glomérulaire.
Le bilan hépatique est également perturbé, démontrant une cytolyse avec une augmentation des transaminases, ASAT et ALAT, de l'ordre de 3 à 5 fois la norme supérieure, associée à une hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée. La ponction lombaire, réalisée face au syndrome méningé, extrait un liquide céphalorachidien clair, hypertendu, présentant une pléiocytose lymphocytaire modérée et une hyperprotéinorachie. L'établissement du diagnostic de certitude requiert des procédures spécifiques. L'examen bactériologique direct exige un timing précis. Durant la première semaine de l'infection, Leptospira aerugans peut être isolé par hémoculture dans le sang circulant ou par mise en culture du liquide céphalorachidien. Au cours de la 3e semaine, la bactérie ayant disparu du sang, son isolement s'effectue exclusivement par la mise en culture des urines sur des milieux de croissance spécifiques de type EMMJH. L'examen sérologique, pierre angulaire du diagnostic rétrospectif, utilise la technique de microagglutination, historiquement connue sous le nom de sérodiagnostic de Martin et Petit. Ce test recherche les anticorps agglutinants dirigés contre les leptospires et quantifie le titre d'immunoglobuline IgM et IgG. En l'absence d'une intervention médicale rapide, le tableau évolue vers des complications létales. L'insuffisance rénale aiguë nécessite le recours à la dialyse. L'hémorragie viscérale, touchant principalement le tractus gastro-intestinal ou le parenchyme pulmonaire, syndrome hémorragique alvéolaire, provoque un choc hypovolémique. La myocardite sévère engendre une défaillance de la pompe cardiaque. La conjonction de ces 3 facteurs conduit irrémédiablement au décès du patient. Face à la confirmation de l'infection par Leptospira interrogans, le corps médical déploie une stratégie thérapeutique bifocale, associant un traitement étiologique visant l'éradication du pathogène et un traitement symptomatique de réanimation pour soutenir les organes défaillants. Le traitement étiologique de référence repose sur l'administration intraveineuse de pénicilline G. La posologie est calculée avec une précision stricte, 100 000 unités internationales par kilogramme de poids corporel, délivrées quotidiennement de manière fractionnée pendant une durée incompressible de 10 jours. Cette molécule de la famille des bêta-lactamines agit en inhibant la synthèse de la paroi de peptidoglycane de la bactérie, provoquant sa lyse osmotique. Dans les cas documentés d'allergie sévère aux pénicillines chez les patients, le protocole de substitution exige le recours aux antibiotiques de la famille des cyclines, tels que la doxycycline, qui bloque la synthèse protéique bactérienne en se liant à la sous-unité ribosomique 30S. Parallèlement, le traitement symptomatique mis en place dans les unités de soins intensifs est crucial pour la survie du patient. Il débute par un apport hydroélectrolytique massif sous contrôle hémodynamique strict afin de restaurer la volémie, corriger la déshydratation induite par la fièvre et maintenir la perfusion rénale. En présence d'une myocardite diagnostiquée à l'électrocardiogramme, l'administration d'agents tonicardiaques et inotropes positifs est ordonnée pour soutenir la contractilité du myocarde et stabiliser le débit cardiaque. La prise en charge des syndromes hémorragiques et de la thrombopénie périphérique nécessite la transfusion urgente de concentrés plaquettaires et de plasma frais congelé pour restaurer l'hémostase primaire. En cas de défaillance respiratoire ou d'atteinte neurologique entraînant des troubles majeurs de la conscience, une assistance ventilatoire mécanique est instaurée, précédée d'une intubation orotrachéale. Enfin, face à une insuffisance rénale majeure résistant au remplissage vasculaire et au diurétique, les néphrologues initient une épuration extra-rénale par hémodialyse d'urgence, remplaçant la fonction de filtration des reins le temps que le parenchyme rénal récupère de l'agression bactérienne. La leptospirose exige une architecture de prévention rigoureuse, structurée à plusieurs niveaux d'intervention. La santé publique impose la dératisation systématique et chimique des bains publics, des réseaux d'égouts et des infrastructures souterraines pour éradiquer le vecteur primaire. Sur le plan de la médecine du travail, la prévention des contaminations professionnelles est encadrée par l'obligation réglementaire du port d'équipements de protection individuelle, gants renforcés, bottes étanches et vêtements protecteurs couvrant l'intégralité de l'épiderme. Le protocole vaccinal, bien que ciblé sur les populations à très haut risque, offre une protection immunologique via l'administration stricte de 2 injections de 1 ml espacées de 15 jours d'intervalle, impérativement suivies d'une injection de rappel au bout de 6 mois pour maintenir le titre d'anticorps neutralisant face à Leptospira interrogans.